Ali Bari est chercheur géopolitique. Il a créé un centre d'analyse et d'études stratégiques en Guinée-Conakry. Donc vous comprenez aisément les raisons pour lesquelles je le reçois. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Monsieur Bari, comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, un petit résumé de ce qui est arrivé à la politique de votre pays, la Guinée-Conakry. Ça c'est vraiment tout un livre pour expliquer ce qui se passe en Guinée. Je peux résumer ça en une phrase, c'est une véritable tragédie qui se joue depuis 2010 et qui s'est accentuée depuis cette année où le président actuel, M. Alpha Condé, au bout de 2 mandats, a décidé de faire un exercice qui est très connu dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est de changer la constitution pour faire un 3e mandat. Et avec des conséquences très graves, on est à presque 30 personnes mortes, tuées par balle. Tout ça pour une question de pouvoir. Alors tout à l'heure quand je parlais, je vous ai présenté en tant que géopolitique et un grand stratège politique. Le problème en Afrique, vous venez de le dire, est-ce que M. Cellou Dalein Diallo était-il obligé de se candidater jusqu'à aller à ces élections-là? Le faisant, ce n'est pas cautionner ce que vous appelez mascarade, forfaiture? Moi, je faisais partie de quelques personnes qui n'étaient pas favorables à la candidature de M. Cellou Dalein Diallo, pour une raison très simple, en estimant que tout était verrouillé pour que M. Alpha Condé obtienne un 3e mandat. Mais le fait, à mon avis, qu'il ait pu participer à cette compétition, là je lui donne raison parce qu'il a non seulement démontré que M. Alpha Condé utilise la fraude pour se maintenir au pouvoir, et il s'avère qu'il a mis en place un système de collecte des informations, de la remontée des PV, des bureaux de vote, avec un système de centralisation qui a permis de montrer que c'est lui qui a gagné les élections. Donc, pour une fois, personnellement, je me suis trompé parce que je pensais, j'étais quelqu'un qui disait qu'il était inutile qu'il se présente à cette élection. Bon, mais aujourd'hui, la victoire revient à l'ancien président, M. Condé. Non, mais alors, ça c'est normal, c'est-à-dire il a 2 instruments qui lui sont favorables, comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Il a ce qu'on appelle la commission nationale indépendante électorale et il a la Cour constitutionnelle. Ce qui s'est passé aujourd'hui en Guinée, c'est vraiment un cas d'école. C'est-à-dire qu'on fait une élection, on remonte les PV, la commission de centralisation plus la CENI remonte, donne d'autres PV qui donnent à M. Alpha Condé la victoire à 59%. Je pense que la porte est ouverte aujourd'hui en Guinée pour une instabilité politique dont personne, y compris moi-même, ne pourrait mesurer les conséquences et les limites. Et quand ça arrive aux Guinéens que vous êtes, je suis étonné. Mais regardez, si vous prenez l'histoire de ce pays, c'est le seul pays d'Afrique francophone, je dis bien d'Afrique francophone, qui n'a connu aucune alternance démocratique depuis son indépendance en 1958. C'est le premier pays qui a dit non à De Gaulle, qui a été indépendant. Ce geste a été salué par l'ensemble de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le seul pays qui n'a pas connu un président sortant qui transmet, après une élection, le pouvoir à un président entrant. Si vous prenez des pays à côté, je citerai par exemple des pays qui sont sortis de guerre, la Sierra Leone, la Sierra Leone est à sa 3e alternance démocratique. Le Libéria est à sa 3e alternance. Même la Côte d'Ivoire, qui a connu une période de crise grave, on va revenir, hein? A connu une alternance. Et aujourd'hui, et ce qui est plus dramatique dans ce pays, c'est qu'on a eu affaire à quelqu'un qui s'est paré des habits d'opposants historiques et de démocrates, qui a dénoncé pendant tout son parcours d'opposant les dictatures en Afrique. Et voilà ce monsieur qui arrive, qui s'habille, qui se pare des habits d'autocrate, c'est-à-dire qui dit j'ai fait 2 mandats, je modifie, je change la constitution pour m'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi je dis que ce qui se joue en Guinée, c'est une véritable tragédie. Alors, si la communauté internationale, parce que la CEDEAO, vous avez créé un centre d'analyse et d'études stratégiques. CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, ils ont fait tout ce tour. Comment vous voyez, quel est l'apport de cette communauté internationale qui fait semblant de venir intervenir et après laisse tout faire pour dire, bon, écoutez, pour ne pas qu'il y ait trop de morts d'hommes,
essayez de vous asseoir pour trouver le juste milieu. Cette communauté internationale, pour vous qui êtes analyste politique, quel rôle elle joue véritablement en Afrique? Je commencerai par la CEDEAO. La crise du Mali hier et la crise du Guinée aujourd'hui ont montré les limites de la CEDEAO. Voilà une organisation, le centre dont je suis le directeur actuellement, a fait une note politique sur la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas venue au chevet de la Guinée et aujourd'hui les Guinéens se rendent compte que cette organisation, en fait, c'est une organisation qui est composée de chefs d'État qui se défendent entre eux. Et la crise guinéenne... C'est une secte. Voilà, la crise, je ne dirais pas une secte, mais c'est un syndicat de chefs d'État. Moi, j'appelle d'ailleurs souvent, c'est la communauté économique des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Cette CEDEAO, elle a vu qu'en Guinée, d'abord, M. Alpha Condé a changé la constitution. L'opposition guinéenne a saisi la CEDEAO, aussi bien sur le plan politique, sur le plan constitutionnel, avec ce changement de la constitution. L'opposition guinéenne a saisi la CEDEAO pour toutes les tueries qui ont eu lieu en Guinée. La CEDEAO n'a pas bougé. Elle a le culot même de revenir en Guinée, dire que le fichier électoral est transparent, donc il est utilisable pour les élections. Donc en fait maintenant ils reviennent là il y a quelques jours et je comprends que l'opposition guinéenne, M. Diallo en tête, recuse aujourd'hui la CEDEAO. Il s'est même autorisé à ne pas recevoir M. Béhanzin, le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO. Aujourd'hui, je pense qu'au sortir de ces élections, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, il faudra bien que demain la société civile ouest-africaine monte au créneau pour demander une vraie restructuration de la CEDEAO parce qu'elle a atteint ses limites. Mais quant à l'Union africaine... La CEDEAO, elle a la solde de la France. C'est la France qui paye tous ses fonctionnaires. Non, je ne pense pas que c'est la France. C'est une émanation de l'Union africaine qui elle-même est quasiment à 80% financée par l'Union européenne et puis la France. C'est deux problèmes différents. C'est l'Union africaine qui reçoit un budget de l'Union européenne. La CEDEAO est composée de 15 États. Si vous prenez ces États-là, par exemple, quand la crise malienne a débuté, qu'est-ce qui est venu monter au créneau? C'est M. Ouattara et M. Alpha Condé qui voulaient absolument qu'on remette M. Ibeka en selle. Comment voulez-vous que des chefs d'État qui sont mal élus, qui n'appliquent pas les principes démocratiques dans leur pays, puissent donner une leçon à d'autres pays? C'est pourquoi je dis que la CEDEAO doit se reformer. Regardez par exemple, aujourd'hui, vous prenez le Togo. Comment le Togo peut venir donner une leçon au Mali? Comment M. Alpha Condé peut venir donner une leçon au Mali alors que lui-même il piétine les principes démocratiques dans son pays? Donc je pense au sortir de... C'est pourquoi je demande qu'il y a une force politique en Afrique de l'Ouest, c'est la société civile. Il faut que cette société civile monte au créneau pour demander une vraie refondation de la CEDEAO. Quant à l'Union africaine, mais tout le monde observe aujourd'hui sa faiblesse aussi. Et c'est pourquoi l'Afrique connaît des problèmes, parce que les institutions africaines sont très faibles, parce qu'elles sont gérées et composées par des gens eux-mêmes qui piétinent le pouvoir en place. Donc je pense qu'il y a deux dimensions qu'il faut faire. Il faut que d'abord la CEDEAO se reforme. Mais ce n'est pas pour maintenant. Mais je pense que les citoyens, les peuples d'Afrique de l'Ouest ont compris, à la lumière de ce qui s'est passé en Guinée, que la CEDEAO ne répond plus aux besoins des peuples africains. C'est pourquoi, à mon avis, il faut absolument la restructurer. Je pense que si la crise guinéenne est terminée, la Guinée même peut prendre la tête de ce leadership pour la refondation de la CEDEAO. C'est pas M. Condé qui vient d'être élu qui va quand même réformer la CEDEAO. Moi, je considère que M. Alpha Condé n'est plus chef d'État en Guinée, ça c'est une évidence. Vous voulez dire qu'en Guinée, il y a le bicéphalisme qui vient de s'installer? Là, je viens même d'apprendre que M. Diallo va bientôt composer son gouvernement, prêter serment, parce qu'il considère cette fois. Parce qu'il y a quelque chose de très difficile aujourd'hui en Guinée. Voilà un monsieur qui a été victime de fraude électorale depuis 2010. En 2010, vous vous souvenez, M. Alpha Condé est arrivé à 18%. M. Diallo avait 44%. On a mis 4 mois pour organiser le deuxième tour, tout ça pour essayer de le mettre en scène. En 2015, c'est la même chose. Et cette fois-ci, et le problème de la difficulté aujourd'hui en Guinée, c'est que M. Diallo lui-même, même s'il avait l'intention de faire marche arrière, il ne pourra pas parce que... Mais il ne peut même pas sortir de chez lui. Là, ils ont levé le siège sur une injonction de la communauté internationale. Et ce qui est nouveau, encore dans le dossier guinéen, c'est que l'Union européenne
la CDAO, pardon, les Américains et les Français disent aujourd'hui qu'il y a un véritable doute sur la transparence des élections présidentielles guinéennes. Je pense que M. Alpha Condé est au pied du mur. Soit il continue la répression au prix de plusieurs morts, soit, à mon avis, s'il avait un minimum de réflexion, il aurait pu dire aujourd'hui qu'il cède la place au pouvoir, d'autant plus que son bilan économique est le plus catastrophique que la Guinée a connu depuis la mort de Sékou Touré. Aujourd'hui, les jeunes Guinéens n'ont accès ni à l'eau, ni à l'électricité, l'éducation est au rabais. Et si vous allez à Conakry aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un pays qui est en guerre. Donc rien ne plaide aujourd'hui pour que M. Alpha Condé reste au pouvoir. Entre les Soussous et les Malinké, qu'est-ce qui se passe? Alors, le peuple plutôt, le peuple, je dirais. Alors là aussi, c'est un véritable drame. Il n'y a pas un problème ethnique en Guinée. Moi, je le dis souvent, et les gens pensent que si vous analysez bien ce qui se passe en Guinée, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a jamais eu de problème ethnique entre Malinké, Peul, Soussou, Forestier. Il y a une instrumentalisation de la question Peul en Guinée depuis l'époque de Sékou Touré. En 1976, M. Sékou Touré déclare publiquement la guerre aux Peul. M. Alpha Condé, qui était opposant, qui se targue d'avoir que des amis Peul dans son entourage, vient depuis 2010, instrumentalise la même chose. Il n'y a aucun problème, si vous circulez à Conakry à l'intérieur de la Guinée, il n'y a aucun problème entre Peul, Malinké, Forestier. M. Alpha Condé, à chaque élection, sort cette carte ethniciste en disant les Peuls posent problème, les Peuls sont les gens à combattre, et aujourd'hui, il y a une véritable répression qui s'abat sur la communauté Peul en Guinée. Et là, c'est là où je trouve que la CPI, la Cour africaine des droits de l'homme et la CEDEAO ferment les yeux sur un véritable génocide qui se dessine en Guinée. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure vous disiez que ce sont des organisations quasiment à revoir, parce que leur fonctionnement est quasiment partisan. Ils ont un fonctionnement partisan, et bon, on en reparlera plus tard. Monsieur Barry, vous êtes géopolitique. La Côte d'Ivoire va organiser après-demain samedi une élection déjà contestée. La candidature du président Ouattara est contestée. Vous, en tant qu'Africain qui suivez ces questions-là de très près, comment vous voyez la situation ivoirienne? C'est pratiquement quelque chose de similaire à ce qui se passe en Guinée. Moi, vraiment, j'ai mal pour la Côte d'Ivoire. Pour une raison très simple, moi j'avais cru comprendre, j'étais persuadé que M. Ouattara, vu les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, vu son âge, vu les difficultés d'exercice du pouvoir, j'étais persuadé qu'il allait, après 2 mandats, céder la place à quelqu'un d'autre, y compris quelqu'un de son parti. Je suis effaré de voir que monsieur comme ça, qui est arrivé au pouvoir dans des conditions vraiment que tout le monde, que je n'ai pas besoin de rappeler, arrive à changer une constitution et à dire, et le plus grave, je l'ai écouté hier, il dit sur une interview d'une chaîne de télévision française, qu'il se présente au pouvoir parce que c'est un sacrifice. C'est une candidature d'urgence. C'est incroyable, c'est-à-dire que autant Alpha Condé en Guinée considère que tous les gens du RPG c'est des analphabètes, donc il est le seul qui puisse porter le flambeau d'un 3e mandat, autant M. Ouattara dit la même chose mais de façon un peu plus différente parce que lui il est encore beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus formaté que M. Alpha Condé, mais c'est effarant quand j'ai entendu ce monsieur dire qu'il se présente aux élections pour un sacrifice. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est si vous prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire, les plaies ne sont pas cicatrisées. Oui. C'est ça le problème. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui pèse lourd dans l'espace ouest-africain. Oui. Comment il peut prendre la responsabilité de replonger ce pays dans une crise dont personne ne peut aujourd'hui savoir quelles seront les conséquences? À mon avis, la Côte d'Ivoire, il entraîne la Côte d'Ivoire dans une crise post-électorale qui va réveiller les vrais démons qui ont plongé ce pays pendant une dizaine d'années dans une guerre civile dont tout le monde a encore en mémoire les atrocités. Et vous pensez que, autant en Guinée comme en Côte d'Ivoire, si M. Condé venait à s'officialiser président et que M. Ouattara aussi, pareil, parce que les deux s'appellent grand frère, petit frère,
Est-ce que vous ne pensez pas que ces deux pays risquent de plonger dans un chaos, je dirais, plus désastreux? C'est pourquoi je dis qu'il faut absolument, dans l'un ou l'autre cas, il faut absolument une médiation internationale. Je ne sais pas comment. Oui, mais M. Ouattara ne veut pas cette médiation. Oui, mais il va... Mais, même M. Condé aussi ne veut pas cette médiation. Vous vous souvenez, aux élections, premières élections présidentielles où il s'est présenté, les résultats ont été certifiés par les Nations Unies. On ne peut pas avoir accepté par le passé une certification des élections par une organisation internationale et refuser aujourd'hui une médiation. Ça veut dire qu'il veut entraîner la Côte d'Ivoire dans une crise catastrophique. Et en Guinée, à mon avis, aujourd'hui, la population guinéenne, dans sa grande majorité, refuse le pouvoir de M. Alpha Condé. Donc s'il insiste, c'est au prix de plusieurs blessés. Moi, je pense, d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. Depuis la fin de l'élection présidentielle, le pays n'est plus gouverné. Le pays est en jachère, c'est-à-dire tout est bloqué. Donc l'économie est par terre. Donc si M. Alpha Condé insiste, il va mettre le pays dans un chaos total. Et la Côte d'Ivoire à côté, donc deux pays qui sont limitrophes, qui ont une histoire commune pratiquement, voilà deux pays qui vont être dans une crise grave et je vois mal comment la CEDEAO, les pays de la CEDEAO vont fonctionner. Il faut savoir qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, vous avez le Mali, vous avez le Togo, vous avez le Ghana. Et si la Côte d'Ivoire sombre dans une crise totale, ce sera encore plus dommageable pour la CEDEAO que la Guinée. Et c'est pourquoi je pense que M. Ouattara prend une responsabilité lourde dans l'histoire de l'Afrique. On notera que demain, il a été celui qui, après une élection, a replongé la Côte d'Ivoire dans une crise grave. Alors, M. Barry, merci pour ces précisions. Alors, M. Barry, quand vous regardez l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, comment vous expliquez que dans l'espace francophone, il y a toujours des problèmes à la suite des élections, que ce soit présidentielle, législative, municipale, il y a toujours des problèmes. Comment vous l'expliquez? C'est une question intéressante sur laquelle j'avais travaillé un peu. Si vous prenez l'espace francophone, le plus grave, le drame de cet espace francophone, c'est que toute l'élite de l'Afrique francophone, elle vous dit, même Alpha Condé le dit, on a coupé le cordon ombilical avec la France. Mais c'est le seul espace où les gens, ils ont toujours le besoin de venir en France pour se faire adouber. Mais M. Guillaume Soro, la preuve, il est à Paris. M. Alpha Condé, il vient souvent traîner à Paris. Mais en même temps, quand ça les arrange, il dit non, on ne veut pas, on est souverain et tout. Regardez les pays anglophones. Vous n'entendrez jamais un candidat à une élection au Ghana venir dire je vais à Londres pour avoir l'onction de l'Afrique francophone. Non seulement on n'a pas coupé le cordon, mais le plus grave, c'est qu'on a fait du copier-coller de la constitution française sans les garde-fous. C'est-à-dire on fait la constitution de 50, le président de la République a tous les pouvoirs et malheureusement on piétine cette constitution. L'Afrique francophone veut singer la France sans prendre les garanties de l'équilibre des pouvoirs. C'est pourquoi je pense qu'à mon avis, quand je dis couper le cordon ombilical, contrairement à la démagogie de M. Alpha Condé, c'est de dire qu'il faut former une élite, faire des institutions qui sont conformes aux réalités de l'espace francophone. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, à l'exception du Sénégal, tous les pays d'Afrique francophone, il n'y a aucun qui fonctionne. Vous prenez le Togo, c'est une démocratie dévoyée. Vous prenez la Guinée, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Cameroun, on n'en parle pas. Le Niger commence à sortir, le président a eu l'intelligence de respecter les constitutions. C'est-à-dire voilà des pays où on écrit des constitutions, des textes qui sont bien écrits, mais dès qu'on arrive au pouvoir, on les piétine. Donc l'espace francophone, c'est vraiment une honte pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un exemple que je donne souvent quand je parle de démontrer à lui, c'est entre le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Le Cap-Vert aujourd'hui, c'est une démocratie complètement affirmée où les présidents se succèdent dans une alternance, dans des élections. On en parle mieux. Et là, à côté, vous avez la Guinée-Bissau qui est toujours dans des crises graves, en espérant que l'actuel président de la République va chercher à calmer la chose. Donc ça veut dire, voilà des pays où on respecte les constitutions, les textes écrits, et dans le pays, et dès qu'il y a un problème, tout candidat en Afrique francophone, tous les candidats, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, dès qu'ils se portent candidat, la place de Paris, le passage à Paris est obligatoire. On veut rencontrer le Quai d'Orsay, on veut rencontrer l'Élysée, on veut rencontrer Bolloré, et puis après, dès qu'on on dit oui, quand ça les arrange, ils disent qu'on est un pays souverain. Non, le cordon ombilical entre l'Afrique francophone et la France n'a jamais été coupé. Et donc la France aussi a son rôle à jouer.
Oui, mais alors là, c'est que le problème que maintenant les chefs d'État comme Alpha Condé ont problème, c'est qu'à la tête de l'État français aujourd'hui, vous avez un jeune président qui a à peine 40 ans, qui n'est pas imprégné de ce problème de France-Afrique. Oui, mais le ministre des Affaires étrangères, là, Jean-Yves Le Drian, qui est plus âgé que lui, c'est lui qui tient aujourd'hui la France-Afrique. Oui, mais si vous remarquez les dossiers africains, je pense que c'est là, c'est ce qui trompe beaucoup de leaders de l'espace francophone en Afrique, c'est que l'Afrique n'est réellement plus une préoccupation de la France, à part les problèmes du Sahel. Si vous observez bien, M. Macron, ses dernières visites, il les a faites dans l'espace anglophone. Tanzanie, Kenya, Éthiopie. L'Afrique francophone n'est plus une préoccupation de beaucoup de dirigeants, de beaucoup de technocrates en France. Il suffit d'aller dans les ministères ici, on parle très peu de l'Afrique francophone. Et d'ailleurs, si vous écoutez son discours de Ouaga, je vois mal quel intérêt M. Macron a, qu'il va échanger quoi entre lui et Alpha, entre quelqu'un qui a 82 ans et quelqu'un qui a à peine une quarantaine d'années et qui a d'autres préoccupations. Je pense que l'espace francophone, les pays francophones, ils ont tort de croire qu'en France, la politique n'a pas changé. Bien sûr que le problème en France, c'est que dans les pays développés, c'est que le monde des affaires a pris le pas sur le monde politique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus, quelqu'un comme Bolloré pèse plus dans le domaine de la politique africaine que même l'Élysée, parce qu'il est dans différents ports, il tient en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée. Donc les hommes d'affaires ici pèsent plus dans les relations France-Afrique. Et c'est ce que beaucoup de chefs d'État n'ont pas compris en Afrique. C'est-à-dire, en Guinée, c'est le politique qui prime sur les affaires. Je pense que les élections prochaines, même en France, vont certainement changer beaucoup de rapports entre l'Afrique. Le seul problème qui n'a pas changé entre les relations France-Afrique, c'est les relations d'affaires. Là, beaucoup d'hommes d'affaires en France, beaucoup d'entreprises continuent à faire du paternalisme, à tisser des rapports directement avec des chefs d'État corrompus. Regardez l'exemple de la Guinée. Prenez la bauxite, c'est le troisième, ou maintenant bientôt deuxième pays producteur de bauxite. On exporte la bauxite partout. La Guinée arrive, selon les données de l'OFPRA, après l'Afghanistan en termes de migrants en France qui demandent l'asile. La Guinée arrive en tête en termes de mineurs non accompagnés en France. Et les hommes d'affaires et la politique française ferment les yeux sur la malgouvernance, sur la gabegie. Ça veut dire que le politique en France n'a plus la main sur les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu sur M. Ouattara, il est beaucoup plus, par le réseau de son épouse, par lui-même, il a beaucoup plus de relations sur le monde des affaires que sur le politique. Et je pense d'ailleurs que c'est le monde des affaires qui lui a permis d'être même reçu à l'Élysée. Donc je pense que c'est ce cordon-là, à mon avis, qu'il faut réellement couper. C'est le cordon entre les hommes d'affaires et le monde politique africain pour que ce soit des rapports qui soient propices et rentables pour les populations africaines. Quand on vous attend, vous êtes un Africain très amer, vous regrettez, vous avez un sentiment un peu défaitiste face à tout ce que vous venez de décrire comme situation quasiment chaotique à laquelle l'Afrique francophone est exposée aujourd'hui. Alors moi je suis prêt à vous dire vrai, vu ce qui se passe, parce que il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on avait eu l'espoir pour dire que l'Afrique de l'Ouest commence, surtout l'Afrique de l'Ouest, commence à vraiment prendre le chemin d'une démocratie, contrairement aux pays d'Afrique centrale, où il y a les Paul Biya, les Guéma de Guinée équatoriale, mais aujourd'hui, les Ouattara et les Alpha Condé ont ramené l'Afrique de l'Ouest 10 ans en arrière. Quand je vois ça, je suis naturellement pessimiste sur la faiblesse de la société civile ouest-africaine, la faiblesse des syndicats, la faiblesse des oppositions font que je ne peux pas être optimiste sur le devenir immédiat sur le plan démocratique des États de l'Afrique de l'Ouest francophone. Nous sommes quasiment en fin d'émission. Est-ce que vous avez des diagnostics? Vous avez diagnostiqué plutôt, est-ce qu'il y a des remèdes? Moi, je pense que, par exemple, en Guinée, ce qui est clair, c'est que la population est déterminée. Et je ne pense pas... Mais elle n'a pas son mot à dire, la population. Non, mais c'est-à-dire, en fait, vous ne pouvez jamais gouverner contre une population. M. Alpha Condé peut forcer la main, mais il ne gouverne plus la Guinée. Des villes entières ne sont plus administrées. Conakry, depuis 4 jours, Conakry est complètement comme une ville sinistrée. L'économie est par terre, donc même s'il force,
le pays ne fonctionnera pas. Je pense que c'est des gens comme Ouattara, ils auraient dû avoir la présence d'esprit pour dire, mais pourquoi je dis je suis pessimiste. Comment quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir, qui a 80 ans, et je me souviens du discours de M. Ouattara, quand il a dit je céderai la place à une nouvelle génération, parce qu'il y a d'autres occupations qui sont très belles, de s'occuper de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. J'ai dit, sa fondation, il dit qu'il a même une fondation. Mais quand j'ai vu le même monsieur venir dire je suis obligé d'être encore candidat pour un sacrifice, c'est un sacrifice pour moi, je dis non. C'est-à-dire ces deux chefs d'État ont ramené l'Afrique francophone 10 ans en arrière. La seule lueur d'espoir ou de lumière, c'est le président du Niger qui, lui, a décidé de respecter la constitution du Niger. Votre mot de fin pour cet entretien, parce que je voudrais rappeler que nous sommes quasiment sous couvre-feu en France et aujourd'hui même à minuit, il y a le confinement. Donc on va vite faire pour essayer de libérer notre invité. Votre mot de fin. Moi je souhaite très vivement, malgré les difficultés, que des pays comme la Côte d'Ivoire et la Guinée puissent de cette crise. J'ose espérer qu'il y aura un dernier sursaut de ces deux chefs d'État, M. Ouattara et Alpha Condé, de céder le pouvoir et d'aller s'occuper, de profiter d'une retraite paisible, d'autant plus que si une fois qu'ils quittent le pouvoir, tout le monde sait que ce n'est pas des gens pauvres. Donc je pense qu'ils auront intérêt, et c'est le souhait du fond du cœur, pour leur demander encore une fois qu'il n'est jamais trop tard pour assurer la stabilité de ces États. Donc ils auraient dû, à mon avis, il faut qu'ils aient le réflexe de dire je cède la main, je quitte le pouvoir et que je puisse faire de telle sorte que ces deux pays connaissent en fait une stabilité. Parce que je crains fort qu'on s'achemine vers une crise dont les conséquences seront vraiment difficiles et imaginables dans ces deux pays. À l'endroit de la jeunesse africaine. Mais la jeunesse africaine, c'est malheureusement, moi je ne suis pas étonné quand il y a, dès que vous rencontrez un jeune, aujourd'hui Côte d'Ivoire, Guinée, tout le monde souhaite partir, il n'y a aucune perspective. Donc ces jeunes, à mon avis, il faudra bien qu'un jour qu'ils se réveillent pour prendre leur destin en main. Et je pense que ce qui risque de se passer, et en Côte d'Ivoire, et en Guinée, c'est le réveil de cette jeunesse-là. Il s'appelle M. Aliou Bari. M. Aliou Bari est géopolitique. Il a un grand centre d'analyse et d'études stratégiques à Conakry, malheureusement. On ne sait pas pour quelle raison il allait construire ça à Conakry, qui connaît aujourd'hui quasiment le contraire de l'objet pour lequel il allait créer ce centre d'analyse et d'études stratégiques en Guinée-Conakry. Il vient de nous donner sa version des faits. C'est un monsieur qui nous intéresse. Nous allons le garder désormais. S'il y a des situations qui nécessitent son intervention, on ne manquera pas de dire à monsieur de venir encore sur notre plateau. Je ne sais pas si il acceptera. Avec plaisir. Avec plaisir, nous vous retrouvons. Avec plaisir, nous allons vous quitter. Merci et à très bientôt. Merci.